Connaissance. Recherche. Sciences. Des mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien, nous pouvons donc reprendre. Je termine l'analyse de ce premier ensemble de deux scènes de la vie du grand Don Quichotte de la Manche, fondée sur une appropriation théâtrale par Antonio José da Silva le texte de Cervantes, Viaje del Parnaso. L'écart le plus spectaculaire est sans doute justement cette scène de la bataille entre les mauvais et les bons poètes. Dans le texte de Cervantes, ce chapitre 7 est entièrement voué à cette bataille et on peut dire que Cervantes y dresse une sorte d'inventaire des armes poétiques de destruction massive, puisque chaque assaut est marqué par l'utilisation comme projectile, comme arme de tel ou tel texte de contemporain ou plus ancien. Et c'est finalement à la fin par quelques volumes seulement, mais des bons poètes, ceux qui sont comme les Argensola, des protecteurs de Cervantes, est mise en déroute l'armée des mauvais poètes. Et cet inventaire commençait par la description de l'armée des mauvais poètes qui monte à l'assaut de Apollon. Je lis d'abord en espagnol et puis ensuite je traduirai. Por la falda del monte gateaba una tropa poética, aspirando a la cumbre que bien guardada estaba. Hacían hincapié de cuando en cuando y con ondas de estallo y con ballestas, iban libros enteros disparando. No del plomo encendido las funestas balas pudieran ser dañosas tanto, ni al disparar pudieran ser más prestas. C'est-à-dire que c'est la troupe qui monte à l'assaut par les flancs de la montagne, grimpait une troupe poétique qui aspirait à atteindre le sommet, qui était pourtant bien gardé. Ils insistaient de temps en temps et avec éclat et baliste à tirer des livres entiers. Les balles du plomb incendié, ces funestes balles du plomb incendié ne pouvaient pas être aussi dangereuses que ce qu'ils tiraient et qui étaient toujours prêts et rapides. Ni al disparar pudieran ser más prestas. Et alors, évidemment, pour le théâtre, cette très longue description ensuite de la bataille livre contre livre devait être drastiquement réduite et Antonio José l'a réduit à une seule réplique qui est dans la bouche de Sancho. « Seigneur, ne commencez pas à batailler avec les poètes qui sont pires que des géants. Ne voyez-vous point leur armée de 10 000 romances, 4 000 sonnets, 210 uns, 80 madrigaux, et leur escadron de satires volantes en salve de sylves. Voyez où vous mettez les pieds. » Et c'est cette sorte de condensation par cette énumération d'un certain nombre de genres et non plus d'œuvres qui donne évidemment beaucoup plus de nervosité ou de rapidité à la scène. Et même dans le détail, il peut jouer sur des transferts entre un personnage et un autre. Dans le texte de Cervantes, c'est Mercure qui est blessé à la main par, je cite, una sátira licenciosa de estilo agudo, pero no muy sano, une satire licencieuse d'un style aigu mais pas très sain, qui est transformée en une blessure soufferte par Sancho. Estoy pasando de parche a parche comme un soneto en agudo. Je suis traversé de part en part
par un sonnet aigu, qui est l'équivalent de ce qu'était le stilo agudo, le style pointu, le style aigu du texte de Cervantes. Donc un travail extrêmement minutieux de lecture, de déplacement, d'appropriation, de condensation. Et on voit là comment l'ingéniosité du dramaturge qui s'empare à la fois du Quichotte et du Viaje del Parnaso, du voyage au Parnasse, va utiliser les libertés scénographiques que permet le théâtre des marionnettes et d'autre part va trouver les meilleures solutions pour inscrire à l'intérieur des dialogues inspirés par Cervantes les airs chantés et les chœurs. Si on déplace le questionnaire maintenant sur la question de la justice, qui pourrait être le lieu dans lequel les échos autobiographiques du destin personnel et collectif de Antonio José se pourraient trouver traduits plus directement, on rencontre plusieurs éléments. Le premier, c'est le fait que, là encore, travail de condensation absolument nécessaire pour une pièce brève, de partie relativement réduite en temps, 2 heures, 2 heures et demie, on peut penser. Par exemple, première condensation, c'est les chapitres où Don Quichotte donne des conseils à Sancho sur l'art du gouvernement de l'île, et qui occupe 2 chapitres dans le Quichotte. Dans la pièce de Da Silva, ces conseils sont réduits à 3 énoncés, 3 commandements que Don Quichotte, à la scène 3 de la deuxième partie, énonce. Enfin, je cite le dialogue. Don Quichotte: Sancho, aie bien à l'esprit que tu vas gouverner. Rappelle-toi que tu dois toujours avoir devant les yeux la justice. Oui, Seigneur, je vais demander qu'on m'en fasse le portrait. Je le mettrai devant mes yeux. Ne te laisse pas corrompre par des présents. Je vais me plonger dans la saumure pour ne pas me corrompre. Sancho, en 2 mots, aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. Amen, dit Sancho. Donc les 3 conseils: toujours avoir la justice devant les yeux, ne pas être corrompu, en particulier par des présents, et aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est là la condensation de ces très longs développements que l'on rencontre dans 2 chapitres du Quichotte. Et le plus important est évidemment celui où Sancho répond « Eu logo mando a pintar a justicia e a porei dance dos hoyos » et je vais immédiatement, comme disait la traduction, demander qu'on m'en fasse le portrait, pintar, et que je le mettrai devant mes yeux, puisque là entre le texte dans ce multiples références à la justice. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait rencontré dans la première séance de ce cours consacré à cette pièce la description que fait Sancho de l'allégorie de la justice, sans doute pintada, peinte dans le texte de Antonio José est interprété par le réalisateur, le cinéaste brésilien, comme étant en fait une statue allégorique de la justice. On peut revenir à ce texte parce qu'il est évidemment capital pour cette discussion sur comment interpréter à la fois dans le lien avec la Convention ou dans la pointe critique ces passages de la pièce. Alors c'est Sancho qui explique à un juge que signifie cette allégorie de la justice. Sachez d'abord que la justice dont il est question n'est qu'une peinture, et qu'il n'y a pas au monde de femmes semblables, en chair et en os, pareilles, verbi gratia, que Madame Dustinée du Toboso, ni plus ni moins. Mais comme une figure comme celle-là était nécessaire sur Terre pour faire peur aux grands personnages, comme le croque-mitaine pour faire peur aux enfants, on a peint une femme habillée comme dans les tragédies, car toute justice finit tragiquement. On lui a bandé les yeux parce qu'on dit qu'elle était bigleuse, vesga, qu'elle louchait, et qu'elle avait un œil qui disait zut à l'autre. Alors,
comme la justice doit être un modèle de rectitude, pour qu'on ne remarque pas ce défaut, on s'est empressé de lui couvrir les yeux. Le glaive dans sa main signifie qu'elle agira en tous sens, c'est-à-dire à tort et à travers. Les savants, doutores, qui se sont penchés sur cette matière, ne disent pas s'il s'agit d'une rapière, d'une flamberge ou d'une colichemarde, mais moi je tiens que c'est une épée qui a une lame de fond, une coquille Saint-Jacques, un talon d'Achille, une garde d'honneur et un pommeau cuit au four. C'est la traduction d'un Pivni qui essaye de trouver des équivalents pour tous ces jeux ou confusions de Sancho. Dans l'autre main, la balance qu'elle tient est faite de 2 demi-pastèques, comme en ont les gamins, et son fléau n'est guère fiable. Mais malgré cela, elle se conduit plutôt bien, car c'est une fille très raisonnable, si on ne la dévergonde pas. Un jour, je pourrais soutenir une thèse sur cette matière, car je dois vous dire que j'ai bu tout jeune le lait de la justice. Mais les aventures du seigneur Don Quichotte m'ont fait abandonner les livres, les grimoires, dans la traduction, pour les bagarres. Alors on voit que dans ce commentaire, évidemment, que fait Sancho, qui explique pourquoi elle a les yeux bandés, c'est parce qu'elle louchait, pourquoi elle a une épée, c'est parce qu'elle agit à torto et direito, à tort et à travers, et pourquoi elle a une balance, mais c'est une balance qui n'est pas fidèle, qui est nauntem fiu no fiador. Donc, cette description comique, burlesque, de l'allégorie de la justice amène à chaque conclusion que cette justice n'est qu'injustice, que la justice n'existe pas, elle a autant d'existence que Dulcinea del Toboso, et il y a cette idée que c'est une mujer vestida tragica, c'est une femme habillée comme dans les tragédies, à la manière tragique, parce que toda justicia acaba en tragedia. Toute justice termine en tragédie, et cette allusion à j'ai bu tout jeune le lait de la justice pourrait être l'allusion que cet enfant a amené depuis le Rio de Janeiro avec ses parents pour le procès de 1711 et leur condamnation comme retournés comme judaïsants en 1713. Donc là, un premier élément. Un autre élément, c'est, comme je l'avais dit dans ce premier commentaire, c'est le fait que Antonio José da Silva ne suit aucun des procès jugés par Sancho dans le Quichotte, et qu'à chaque fois, il réinterprète, modifie et déplace. Et avec le même effet de souligner ou bien l'injustice de la justice et son arbitraire, ou bien la corruption du juge, ou bien la cruauté des sentences. On peut voir, il y a plusieurs cas. Donc le premier cas, c'est un homme qui vient demander justice. Sancho, et que demandez-vous, l'ami ? Je demande équité et mesure. Et quelle mesure ? Toute mesure me convient. Juge, allez chercher dans le tiroir de mon secrétaire en bois érotique, un jeu aussi sur une confusion lexicale de Sancho, et parmi diverses babioles que je range là, prenez une justice en effigie, le texte pintada, qui s'y trouve, et donnez-la à cet homme, et qu'il disparaisse. Seigneur, je ne veux point d'une justice en effigie, mais Sacavin, ignorez-vous qu'il n'y a d'autre justice sur cette île qu'une justice en effigie ? Juge, jetez-moi cet ivrogne dehors, il n'y a aucune justice dans ce qu'il demande. Et l'homme termine en disant « A-t-on vu plus grande injustice ?» Donc le deuxième procès, ensuite, c'est lui interprété librement par rapport au cas jugé par le Sancho de Don Quichotte, le Sancho de Cervantes, pour la femme séduite puis abandonnée et qui réclame contre son séducteur, et qui est très abrégé dans la pièce d'Antonio José, et qui introduit des éléments qui, eux aussi, paraissent difficilement compréhensibles sans un minimum de relation avec ou la situation ou son destin. La femme. Seigneur, voici ce dont il s'agit. J'étais fille et pucelle, mais j'ai péché. Je me suis laissé tenter par le diable, un coquin qui, vous m'avez comprise. Et maintenant, il dit qu'il ne veut pas se marier avec moi.
Eh bien, ne vous mariez point avec lui, c'est la meilleure des vengeances aujourd'hui. Mais, Seigneur, moi, je veux me marier, mais lui, il a disparu. Je suppose qu'il s'est enfui. Or, ça, que l'on mette cette femme en prison, avec une chaîne au cou et des boulets aux pieds, bien pris au fer, jusqu'à ce que revienne l'homme avec lequel elle veut se marier. Seigneur, cela va contre la justice, et sachez que je n'ai jamais été en prison. Raisonne plus, allez-y. Donc, il y a là aussi l'arbitraire absolu, l'évocation qui n'est pas dans le Quichotte du monde de la prison, avec la chaîne, les boulets, les fers, et puis finalement cette injustice qui est liée à un impossible retour de l'homme, pas plus que ne le serait impossible le fait que ceux qui sont accusés puissent se défendre face à l'Inquisition. Et il y a un troisième cas, qui est le cas le plus développé, parce que c'est le cas le plus comique, c'est Sancho obligé de juger son propre âne, qui a donné un coup de pied à un homme qui vient se plaindre de cela. Et dans cette situation-là, Sancho condamne son âne, mais en aparté déclare « Ce que je pourrais faire, c'est empêcher l'exécution de la sentence. Personne ne doit entendre ce que je dis là. » C'est-à-dire, effectivement, la duplicité des juges qui peuvent faire différemment de ce qu'ils ont énoncé comme sentence. On a donc un monde, le monde de Sancho, gouverneur, dans lequel il n'existe aucune justice, sinon une justice qui est une justice peinte, une justice imaginaire, une justice qui n'a pas plus de réalité que Dulcinea del Toboso. Alors, c'est là que s'ouvre évidemment la discussion sur l'interprétation de cette présence, de cette omniprésence du thème de la justice. Il y a une première interprétation qui évidemment va dans le sens de la convention, de ce qu'évoquaient les auteurs dont on a parlé, Machado de Assis ou Barata, l'idée qu'il y a une parodie de la rhétorique judiciaire ou de la langue juridique qui est une sorte d'élément obligé dans les comédies. On pourrait mettre en parallèle la parodie, la satire du discours médical. Et c'est ce qui arrive à la fois dans le Quichotte et dans la comédie d'Antonio José, lorsque le médecin interdit à Sancho de manger quoi que ce soit, puisque tout lui serait néfaste pour sa santé. Cette scène dont je le rappelais qu'elle avait été, évidemment, elle était présente à la fois dans le Don Quichotte, dans le Don Juan de Molière, avec Sganarelle au début du dernier acte, et qu'elle se trouve dans la pièce. Donc, ce sont deux registres de langue qui sont très facilement appropriés pour des effets comiques ou que des aspects satiriques. On le voit très bien manié par Antonio José lorsqu'il met dans la bouche de Sancho toute une série de références burlesques à des juristes ou à des textes de juridique de la tradition du droit romain. Or ça, juge, faites préparer les stupeurs, tenez prêt l'étonnement et déployez l'attention afin d'écouter en ce tribunal les plaintes de leur auteur. Car, de même qu'à personne, on ne peut refuser un regard, comme le prescrit le texte in liber caecus paragraphe tortus folio deis, qui mettit un œil qui dit zut à l'autre, et en portugais c'est oio por outro, et comme le prouve abondamment, alors c'est la traduction de Madame Pivnik, Patapon au chapitre des croutons, mais il y a la traduction de Pan Mole au chapitre des Codeas. De même, on ne doit pas se boucher les oreilles et l'on doit écouter les plaignants, comme le prescrit les livres des 12 tables du pain de sucre sur la seconde étagère de pain perdu, Codex des Barotis. Donc un jeu à la fois d'euphonie, de burlesque, de références parodiques au traité de la
au traité juridique. Ou bien une autre parodie, c'est lorsqu'il condamne son âne, c'est-à-dire ici une parodie des sentences, comme on trouve d'ailleurs au début de la pièce une parodie du testament. Sancho, avant de repartir de nouvelles aventures, fait un testament, au moins dans la comédie de Antonio José, et c'est une autre parodie du style notarial. Là, c'est la parodie du style des sentences juridiques respectées par la traduction. Sancho dicte la sentence suivante. L'accusé Anne, ayant comparu sur rogation de l'offensé, et les preuves ayant été fournies de part et d'autre, il appert que l'offensé, frôlant au passage le sabot de l'accusé Anne, qui mérite bien son nom, celui-ci, levant la patte gauche, a décoché une ruade, qui, atteignant le ventre, sauf votre respect, de l'offensé, a étendu celui pour le compte, et que, comme il ressort sur la foi du juge ici présent, et qui ne permettra pas que je mente, que le dit accusé Anne avait caché sous le sabot un fer en fer, et que comme de telles armes sont interdites et défendues, car il s'agit d'armes contondantes, j'ordonne que le dit accusé Anne soit déféré, et qu'il aille se promener sans son bas à la foire aux bestiaux, objet de ridicule pour les autres ânes, ses camarades, afin qu'il en rougisse le traître, car c'est un âne, je le sais, qui a peur du ridicule. Segundo, qu'il ne puisse plus être père de petits ânons, et que les saillies lui soient donc interdites. Tertio, que l'on abandonne dans un champ d'épandage, en fait, dans le texte, c'est à Cotova, qui devait être une province particulièrement reculée du Portugal, où il ne mangera que de l'herbe, ou des côtes de melon et de pastèques, comme un âne de Portordo. Et il devra payer tous les frais, dommages et intérêts auxquels je le condamne, etc. Il dépense les adiformes, etc. Puisque la IA est Aia dos lagartos, l'île des lézards. Il y a donc là tout un ensemble de références qui nous conduisent évidemment de côté de ce comique parodique par rapport à des langages présupposés savants, celui de la médecine, celui du droit. Mais évidemment, on peut aussi penser qu'il y a plus dans cette obsessive présence du thème de la justice dans la comédie-opéra de Antonio José da Silva, même si, évidemment, comme je le disais, beaucoup de critiques essayent de détacher cette œuvre comique de la vie tragique. Et pour le montrer, on peut peut-être revenir à cette autre partie du corpus de Antonio José da Silva, qui n'est plus dans le Don Quichotte de la Manche, mais qui se rencontrerait dans cette autre pièce, l'Amphitryon, où Alcmène et Jupiter. Vous vous souvenez que Machado de Assis, dans sa volonté de marquer une distance, prenait cet exemple, et il disait qu'il n'y avait aucune apparence de tragique dans les textes de Antonio José, sauf, je le recite à nouveau, quelques vers d'Amphitryon dont on pense, mais pour moi sans autre fondement qu'une pure conjecture, qu'il s'appliquait à lui-même. Et donc on peut se déplacer sur cette autre pièce qui est l'Amphitryon et voir ce à quoi fait allusion ici, c'est un texte donc de 1900, le livre est publié en 1905, c'est fin 19e, début 20e que le texte a été écrit, ce à quoi fait allusion cette référence. Ici, dans l'Amphitryon, représenté en 1736, c'est-à-dire 3 ans après la vie du grand Don Quichotte, qui est un des entre les deux, il n'y a que 2 autres pièces, la Esopaiada ou Villa d'Esopo, donc Ésope, et puis d'autre part les enchantements de Médée. Et on a là cette pièce donc sur l'Amphitryon où Jupiter et Alcmène. À un moment donné, Amphitryon et son valet, Saramago, sont jetés dans une prison. C'est dans la deuxième partie, la scène 6. Et il y a donc 2 moments différents auxquels peut faire allusion la référence de Machado de Assis. Le premier moment, c'est la rencontre entre Saramago, le valet,
et 2 condamnés qui sont déjà présents enfin 3 même prisonniers qui sont déjà présents dans la cellule. Et on introduit Saramago enchaîné dans cette prison. On peut prendre le dialogue de l'extérieur, une voix dit « Voilà le nouvel hôte, recevez le bien. » Saramago. « Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous ne dormirons pas à la rue. Mais, pauvre Saramago, où suis-je? Qui m'aurait dit que, échappant à un olivier, j'échouerais dans un citronnier ?» C'est un jeu avec le nom de la prison à Lisbonne qui était Limoneiro, le citronnier. Premier prisonnier, « Camarade, nous sommes tenus de vous accueillir bien. Venez par ici, soyez notre ami. » Comment vais-je venir si mon malheur a jeté l'encre dans la mer de mon corps? Ah, messieurs, voyez si vous pouvez m'enlever ces fers qui sont tellement enferrés, et plus je les secoue, plus ils sont durs, comme fer avec moi. Prisonnier premier, je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi as-tu été arrêté? Pour rien. Pour rien? On voit bien que c'est comme voleur. Dehors, voleur! N'aboyez pas après moi, vous n'avez pas à me mordre en la matière. Peu nous importe, ce que nous voulons, c'est qu'on nous paie la patente. C'est-à-dire, ils demandent un droit d'entrée, une somme d'argent qui serait comme une patente qu'on payait pour entrer dans des confréries ou pour entrer dans des associations. Ma présence dans cette prison est bien patente. Passons à autre chose. Il la paiera tout à l'heure, vouloir ou pas. Allons, d'abord en bas, préparer son siège. Il n'est pas nécessaire de me donner un siège, c'est une chose que j'ai depuis longtemps. Qui t'a donné un siège si tu viens d'entrer maintenant? Depuis que je suis né, je possède un siège. Pourquoi mens-tu? Où t'a-t-on fait ton siège? Ici, vous ne le voyez pas, et dit l'indication scénique, il montre l'arrière de son corps. Le drôle est bien effronté. Puisque voilà son siège, on va l'améliorer avec 4 casse-culs. C'est la traduction littérale. C'est cela, montez à l'estrapade, et de là, vous nous paierez la patente aussi, veillez-y bien. Sapristi, ceci est plus compliqué. Messieurs, sur ma vie, je ne nie pas la patente, car patente est une chose qu'on ne peut cacher. C'est aussi pour que vous ne parliez pas avec tant de liberté. Et Saramago de dire, quelle liberté peut-il exprimer celui qui n'en a pas? Allez par là, vous rien, pour que vous puissiez bien parler aux vétérans. Oh là d'en haut, lancez la corde, attachons-le bien, hissez-le. Il l'attache et le monte. Au secours, messieurs, je n'aurais jamais pensé me voir dans une situation aussi élevée. Descendez. Un autre prisonnier arrive. Alors cette scène entre les 2 ou 3 emprisonnés et Saramago est évidemment une scène de comédie classique avec tous les jeux de mots rendus par la traduction sur patente, c'est patent et en même temps payer une patente, et d'autre part les jeux de mots sur le siège comme ce sur quoi on s'assoit, que ce soit extérieur ou intérieur au corps. Donc il y a un jeu registre classique de jeu avec les mots, mais le point un peu original, c'est non seulement le fait, bien sûr, que Saramago arrive enchaîné, mais c'est le fait que pour lui faire donner l'argent qu'il réclame, les prisonniers utilisent comme supplice un des supplices de l'Inquisition, celui qu'on appelle le polé, c'est-à-dire dans lequel la victime est attachée avec des cordes passées sous les bras et sous les jambes et est levée jusqu'au toit avec une poulie et là, la référence à l'estrapade et à lancer la corde depuis en haut est une indication absolument claire sur la nature du supplice ou de la souffrance infligée à Saramago. Et redoublé ici par ce jeu qui est sur le moment où un des emprisonnés demande à Saramago pourquoi as-tu été arrêté? ¿Por qué te prenderán? Et il répond por nada. Et en plus loin sur l'idée de la liberté qu'il devrait avoir de parler, il répond que liberdade pode falar quem a não tem. Quelle liberté peut-il avoir celui qui n'en a pas? Et donc on voit que le registre de l'écriture, et peut-être c'est une des manières de dissimulation, ce qui réconcilierait l'idée d'une prudence nécessaire, sinon la pièce aurait été interdite, avec l'idée que peut-être il passe quelque chose de la relation
avec la situation historique et le destin individuel de Antonio José, c'est d'incruster à l'intérieur de ce jeu comique, de cette scène spectaculaire des marionnettes qui en maltraitent une autre, des éléments qui pourraient, détachés de ce contexte, être pris littéralement. Quelle liberté peut-il avoir celui qui n'en a pas? Ou bien, pourquoi as-tu été condamné pour rien? À l'intérieur de la mécanique comique, ces traits peuvent passer comme la renforçant ou inaperçus, et en même temps, pour ceux qui sait peut-être les écouter, il y aurait là la manière de désigner dans l'écriture quelque chose qui relèverait de cette dénonciation prudente, feutrée, cachée, limitée, mais existant néanmoins. Et la scène se continue avec l'entrée du deuxième accusé, qui est Amphitryon. Et comme dans beaucoup des œuvres du XVIIe siècle, des registres de langue pour des expériences communes sont donnés à la fois aux grands et aux vulgaires. Et si le dialogue dans lequel est pris Saramago et ce dialogue qui joue sur le registre des confusions de mots et aussi sur le registre de ce comique du bas corporel, avec toute la discussion sur le siège qu'il a depuis sa naissance, dans le cas d'Amphitryon, c'est la ressource de la poésie, et dans ce cas-là, mise en musique, avec un récitatif puis un aria, qui vont être le lieu d'expression d'Amphitryon. Alors, le récitatif est le suivant. Avant l'air qui est chanté, tyrannique destin, étoile rude, qui, néfaste, diffuse avec une lumière opaque une si cruelle rigueur sur un innocent. Quel délit ai-je commis pour que je sente le poids de cette chaîne très rude, dans les horreurs d'une prison pénible, dans le triste et lugubre logis où habite la confusion et demeure l'effroi. Mais si par hasard, despote, étoile impie, l'absence de faute est une faute, alors je suis coupable. Mais si ma faute n'est pas une faute, pourquoi me dérobez-vous avec impiété le crédit, l'épouse et la liberté? Donc voyons que dans ce récitatif, évidemment, le moment paroxystique, c'est ce moment où mas, c'est acaso, tirana estrella impia, et culpa, onaunter culpa, eu culpa tenio. Si la faute, c'est de ne pas avoir de faute, je suis coupable. Mas, c'est a culpa que tenio non e culpa, para que me usurpais con impiedade o crédito, a esposa et a liberdade. Mais si la faute n'est pas une faute, alors pourquoi vous me prenez, comme le faisait l'Inquisition, la liberté, les membres de la famille et le crédit, qui pouvait être à la fois dans le sens littéral de la confiscation des biens et dans le sens de la réputation. Donc ce récitatif-là est peut être interprété en rapport avec cette question. Alors ensuite passe Amphitryon à l'aria, et qui est aussi une manière dans laquelle un écho peut être rencontré avec la situation de l'auteur lui-même et de ses proches. « Oh, quel tourment barbare je sens au fond du cœur, mon épouse me dédaigne, la patrie m'abandonne, et même le ciel paraît ne pas avoir de compassion pour une peine misérable. Mais, ô Dieu, si vous êtes des dieux, comment aussi tyranniquement arrivez-vous à châtier ce misérable innocent ?» Et la thématique qui est développée à nouveau est évidemment cette idée de l'abandon, et de l'abandon par la patrie. Aucun des pouvoirs ne protège plus ni ses sujets, ni les chrétiens, anciens ou nouveaux. Et
d'autre part, il y a cette réinvention permanente de l'innocence qui devient identifiée à une culpabilité et qui est évidemment le sort des nouveaux chrétiens à partir du moment où, en 1497, le roi de Portugal a décidé que tous ces sujets étaient tous des chrétiens anciens ou nouveaux. Et ce qui a entraîné comme conséquence ce qu'on a vu à travers cette vie d'Antonio José da Silva, c'est-à-dire une permanente suspicion par rapport à leur déguisement sous les apparences des gestes du christianisme, d'un profond attachement aux croyances ou aux rites secrets et domestiques de la religion juive. Et c'est une question évidemment fondamentale qui déborde le cadre même de l'analyse de ces pièces, qui est une question à la fois des raisons et des effets d'une telle persécution. Une des perspectives, je crois, les plus aiguës qui a été proposée pour comprendre cette mécanique, c'est dans des travaux qu'avait écrit Pierre Chaunu, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où il y a une universalisation par la conquête ou la colonisation du christianisme, ce qui est perdu, c'est une forme d'identification de la communauté chrétienne à un peuple élu particulier. Et dans la manière de penser que développait Chaunu, cette idée du peuple élu qui va des Écritures de l'Ancien Testament aux évangiles était une forme essentielle de certitude du salut à l'intérieur d'un monde où il y a une transcendance absolue de Dieu. Et à partir du moment où il y a universalisation de la conversion, s'effondre cette certitude spécifique du peuple élu. L'ensemble de l'humanité devient le peuple élu. Et de là, la manière de réassurer la communauté spécifique en marquant la différence, la distance, l'écart incommensurable entre des nouveaux chrétiens qui en fait ne le sont pas et ce que réclame souvent Sancho dans le Quichotte, d'être le vieux chrétien. Et donc ça, c'est une des raisons de ce mécanisme obsessionnel de la dénonciation, de la persécution et de la destruction des nouveaux chrétiens, indépendamment même du fait par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire la réalité profonde d'un contenu de foi. Le fait aussi que, comme on le voit dans l'Espagne du XVIe siècle, ces nouveaux chrétiens peuvent être d'authentiques chrétiens parfaitement intégrés, y compris dans les plus hautes charges de l'État ou de l'Église, et devenir cependant l'objet de la persécution. Ceci pour la raison qui est comme la toile de fond de la persécution. Et les effets peuvent être considérés non seulement comme dramatiques pour les individus, avec non pas seulement les condamnations à mort dans les autodafés, mais aussi ces emprisonnements réguliers, la confiscation des biens et un état de permanente inquiétude ou de permanente anxiété, mais aussi la transformation institutionnelle de cette distinction entre nouveaux et vieux chrétiens, novos christians et chrétiens sans origine juive, à travers ce qui a été un des éléments clés pour l'histoire des sociétés du monde ibérique au XVIe, XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les statuts de pureté de sang. Le fait que l'accès à certains offices dans l'Église ou dans l'État était possible seulement avec la preuve que
Il n'y avait jamais eu dans la famille d'ancêtres qui soient d'origine ou de confession ou d'existence juive. C'est-à-dire que la distinction qui alimentait le soupçon permanent est devenue une distinction juridiquement codifiée, indépendamment du fait que tous étaient chrétiens, anciens ou nouveaux. Le déplacement du peuple élu se fait à partir de ce moment-là, non seulement sur un critère de foi considéré comme authentique par rapport à une foi considérée comme dissimulation, mais il se fait se déplaçant sur un critère qui est un critère lié au sang, lié à la généalogie, lié à l'origine. Et c'est cet arrière-fond qui est présent et qui donne toute leur résonance, je crois, au vers du récitatif donné à Amphitryon, si on l'interprète dans cette lumière, c'est-à-dire cette idée que si par hasard l'absence de faute est une faute, alors je suis coupable. Le je suis coupable renvoyant à cette double exclusion, l'exclusion par le regard de l'autre et l'exclusion juridiquement établie par les statuts de pureté de sang, et la faute qui est à la racine de cette double exclusion n'en est pas une, puisqu'il s'agit, comme le reprenait notre poète romantique au début, dans la pièce de 1838, elle est ce qui a été hérité, transmis d'ancêtres à parents et de parents à enfants. Et donc la résonance de cette idée d'une faute qui n'est pas une faute, mais pour cette raison même peut être considérée comme culpabilité par les pouvoirs, ne peut pas, me semble-t-il, et là je serais assez d'accord avec l'interprétation suggérée par Wachtel, ne peut pas être séparé de l'arrière-fond omniprésent dans la pensée des spectateurs du Beru Altu, ou dans l'expérience même de Antonio José da Silva. On voit, je termine avec ça, que la question qui se trouve là posée est une question qui aussi déborde le cas particulier, puisqu'elle est la question de la légitimité de mettre en rapport des textes dans leur totalité ou dans certains de leurs fragments avec des existences. Et ce modèle-là de rapport qui se construit au XVIIIe siècle, à partir du moment où on pense que l'écriture du texte de fiction se réfère à des catégories qui sont celles de la singularité de l'auteur, qui sont celles de l'originalité de sa création, qui sont celles de la propriété qu'il a sur son texte, entraîne la relation étroite entre l'œuvre et la vie, entraîne la relation étroite entre la compréhension, l'interprétation du texte littéraire et la connaissance des expériences, des souffrances ou des bonheurs qui nourrissent cette création singulière. Et l'on sait aussi que ce modèle-là de compréhension, qu'on pourrait qualifier de romantique, peut rencontrer un certain nombre de difficultés lorsqu'on l'applique rétrospectivement à des moments de production de textes de fiction dans lesquels ces trois catégories, originalité, singularité, propriété, ne sont pas le paradigme dominant de l'écriture, de la littérature. Et on voit que dans le cas d'une interprétation comme celle de l'œuvre d'Antonio José da Silva, on est dans une situation d'incertitude, on est dans une situation où que les 1733, où que les deux éléments viennent se croiser. D'un côté, il est bien clair que Antonio José da Silva, peut-être plus encore que d'autres, écrit à partir d'écrits qui sont déjà là, écrit à l'intérieur de conventions dont il a hérité, écrit en reprenant sur un mode parodique, satirique, des histoires
qu'il a pu découvrir dans la lecture. Et de l'autre côté, cette puissance tragique de l'expérience de vie qui rend difficile l'opération à laquelle voulait se livrer Machado de Assis, c'est-à-dire une séparation radicale entre ce qui est écrit et cette expérience. Et de là la tentation dans laquelle je suis peut-être tombé de vouloir lire certains des fragments de l'œuvre, autant ou sinon plus en rapport avec ce qui pouvait leur donner du sens dans le contexte historique et existentiel particulier, que comme étant des variations, des inventions à l'intérieur d'un paradigme de limitation dans lequel on reprend des histoires déjà là, des motifs disponibles, et on leur donne une forme qui peut être attractive parce qu'elle marque une variation, une différence dans l'imitation. C'est donc là une question qui peut être, me semble-t-il, posée avec une acuité particulière en suivant les œuvres, et à commencer par la vie du grand Don Quichotte de la Manche de Antonio José da Silva.